Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce hebdo de cette semaine, dans l'onglet où on reçoit des conseillers en services financiers à travers l'industrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Chaume-Legault. Antoine, merci d'être là aujourd'hui. Antoine, on va parler aujourd'hui de ta structure de business. Ouais. On va parler de qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui. Je veux qu'on parle aux gens de segmentation. Bref, un peu comment tu travailles comme conseiller, comme planificateur financier. Mais on va commencer par... C'est qui Antoine? Tu sais, t'es parti de où pour arriver là aujourd'hui? Donc, je t'écoute un peu, là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es là aujourd'hui? Ouais, ben écoute, c'est parti, je dirais, à l'âge peut-être de 14 ans. J'étais encore au secondaire à ce moment-là. Puis j'ai vu le typique film des traders, si on veut. Je crois que c'était un trader en Europe. Ouais. Puis là, il parlait de son mode de vie. Il se lève à 4h30 le matin, il fait son sport, il fait son cold bath. Non, je blague, à l'époque, c'était pas connu. Puis bref, le gars, il travaille jusqu'à 10-11 heures le soir, il est trader, ça roule ses trucs. Puis j'ai eu tout de suite un attrait par rapport au côté financier, si on veut, de la chose. Puis de fil en aiguille, tu vois, j'ai eu l'opportunité à 18 ans de commencer à travailler à la Banque Scotia. C'est une super belle opportunité. J'ai commencé comme conseiller. Tranquillement, j'ai gravi les échelons. Puis, je me suis rendu compte, 2 ans plus tard, que je voulais vraiment plus aller du côté financial markets. Puis, je suis rentré dans la plateforme de courtage de la banque, si on veut. Donc, écoute, c'était l'université pour moi. Du haut de mes 20 ans, j'étais avec du monde qui avait fini leur bac, qui avait 30, 32, 33 ans. Je me dis, mon Dieu, j'arriverai jamais à... Le learning curve est tellement comme ça que j'arriverai pas. Puis écoute, finalement, 1 mois, 2 mois, 3 moyennes, j'ai pris le groove, si on veut. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que probablement par ma façon d'être puis mon background, j'aime trop les humains. Puis je voulais marier, si on veut, le côté financier au côté accompagnement de l'humain en quelque sorte. Puis c'est là que le Wealth, donc la plateforme, si on veut, de gestion de patrimoine, pour moi, est devenue extrêmement attrayante. Puis à 21 ans, tu vois, j'ai eu l'opportunité, un mentor qui m'a pris sous son aile, si on veut, qui m'a permis de se joindre à lui comme conseiller indépendant. J'avais 21 ans. Écoute, je peux te dire le nombre de centaines de fois que j'étais dans des sous-sols pour signer des packs à 25$, là. C'était quelque chose, là, au début, là. Mais le marché a changé quand même, là, depuis ce temps-là, parce qu'on parle de une dizaine d'années, là. Ouais, exact. Dans le fond, c'est ça, j'ai commencé dans une firme indépendante. Ouais. Pour moi, l'indépendance du conseil, c'est quelque chose qui est super important. J'avais déjà des valeurs de planification financière. J'ai fini mon bac en finance avec profil en finance entrepreneuriat. J'ai fait un certificat en planif. Puis là, je savais qu'il fallait que j'aille en planification financière. Et je dirais, de façon générale, la planification financière, pour moi, c'est un point de départ pour vraiment s'occuper bien d'un client. Je vais en parler un peu plus tard de notre modèle, mais le point ici, c'est simplement la planification financière, là, pour quiconque nous écoute, plus jeune ou un peu moins jeune en carrière, c'est probablement le meilleur move que tu puisses faire, d'aller faire tes licences là, comme planificateur financier. Puis c'est ça un peu pour moi qui a été le point pivot de l'approche aussi, où est-ce que quand tu es en investissement généralement, par exemple dans les banques, tu fais juste de l'investissement, puis tu parles pas d'assurance, tu parles pas de planification financière, certainement pas de planification de retraite, etc. Donc, pour moi, ça a été un peu le point pivot, puis j'ai évolué à travers ça. Je me suis joint à un cabinet également qui offrait les assurances collectives,
la gestion des fonds de pension, avec d'autres services d'accompagnement pour les entrepreneurs. Ça, c'était en 2016. Puis finalement, de fil en aiguille, il y a eu quelques acquisitions là, que j'ai eu l'opportunité de faire au courant de cette période-là. Puis tu vois, en 2022, on a fait le switch pour se joindre à Santé comme firme pour pouvoir continuer de croître là, justement dans un écosystème où on met de l'avant la gestion de patrimoine, la planification financière, puis cette approche là 360 pour... Puis tu dis quand t'as fait le switch, là, parce qu'il y a un moment que t'as passé d'un employé à un entrepreneur, un travailleur autonome, etc. Ouais. Là t'as passé vite là-dedans, mais c'est quand que c'est arrivé, ce là C'est quand que t'es rentré avec le mentor, finalement, tu faisais tes affaires ou? Exact. Dans le fond, j'avais un deal un peu, tu vois, c'était à l'époque, là, quand j'ai commencé en 2014, c'était à l'époque où des jeunes avec des yeux frais rentraient dans l'industrie, puis comprenaient pas trop le modèle DSC, tu sais, les frais de sortie. Ouais. Pourquoi tu vas mettre de l'argent bloqué pendant 5, 6, 7 ans pour un client? C'est vraiment à son avantage, tu sais. Fait que moi, je me posais déjà ces questions-là en 2014, puis je me dis, j'ai le privilège de pouvoir bâtir ma pratique from ground up. Ouais. Donc, c'est clair que dans un contexte comme ça, j'ai décidé de prendre l'avenue vraiment honoraire au complet, pas de frais de sortie ou peu importe. Puis, il y a eu un changement aussi de mentalité au courant des années dans l'industrie, veut pas. Puis moi, c'est sûr que cette approche-là, que j'aime dire, là, client-centric, donc toujours le service client au milieu, clairement, c'est la préoccupation numéro 1. Puis la beauté de la chose, quand tu es un indépendant, c'est que tu représentes les intérêts de ton client, tu as un devoir fiduciaire envers les intérêts de ton client avant quoi que ce soit d'autre. Puis by the way, c'est lui qui te paye. Fait qu'on s'entend, c'est une relation directe où est-ce que tu dis, ben, je vais veiller à tes intérêts, tu me rémunères pour ça. Puis je vais t'aider à accélérer la courbe de croissance de tes actifs. Puis ça va être bon pour toi, puis ça va être bon pour nous. Donc, c'est un gros win-win dans un contexte comme ça. Ça c'était dur au début de... Tu sais, mettons, au début, quand t'as pas d'actifs sous gestion, là, travailler en horaire, c'est plus difficile. Tu sais, je pense au nouveau conseiller, mettons, que tu regardes le balado, là, tu sais, travailler 100% en horaire, tu sais, faut que tu t'occupes de tes clients. Fait que tu peux pas dire, ben, je vais travailler dans le volet de l'assurance pour générer des commissions. Tu sais, tu t'offres au début en carrière. Ouais, ben, dans le deal que j'avais fait, en fait, c'est que j'étais avec mon mentor. Je m'occupais de faire ses plans financiers à l'époque. Je m'occupais de gérer des choses comme gérer l'encaisse. Mais veux pas, là, je pense que pour devenir un bon conseiller, un bon planificateur financier, faut que tu sois passé par les tranchées à un moment donné. OK? Puis c'est sûr que les actifs sous gestion au départ, en toute transparence, ma première année, j'ai probablement fait moins 17 000 $. C'est ça la réalité. Quand tu te lances comme conseiller, tu pars en business. Right? Puis n'importe quel business, tu as des dépenses, tu vas investir, tu vas faire des trucs que finalement tu réalises c'est des erreurs, tu sais, puis t'apprends. Idéalement, c'est d'apprendre des erreurs des autres, right? Mais donc, il y a un peu ça. Puis dans le fond, le deal que j'avais, c'est que je lui donnais du service d'accompagnement qui était directement en lien avec ma formation, en quelque sorte. Puis j'avais une contrepartie, là, j'avais un peu de rémunération qui était en contrepartie de ça. De l'autre côté, ça m'a permis tranquillement de bâtir mes actifs. Que je pense la première année, j'ai peut-être rentré 500 000 ou 750 000. J'étais fou, là. J'étais fou. Wow! Hey, j'ai rentré un compte de 100 000. Mais c'est le même au début. C'est normal, tu sais. Puis t'apprends, tu grandis de ça. Puis la réalité, c'est que plus le temps avance, dès lors, moi, je me suis spécialisé, je me suis concentré plus sur les professionnels de la santé. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opportunités là, mais beaucoup de compétition. Puis ça a fait en sorte que mes quelques premières années, je me suis concentré un peu plus sur le côté assurance parce que, bon, comme tu sais, les dossiers d'assurance, tu as une rémunération élevée au début puis très peu de rémunération par la suite. Ça m'a permis de supporter, si on veut, mon cash flow pour pouvoir réinvestir dans le business. Puis, rendu à un certain moment, ben effectivement, là, j'étais rendu avec un actif qui était correct. J'ai eu l'opportunité de faire 2 petites acquisitions, des plus petits montants, là, si on veut. Puis finalement, en 2016, j'ai vraiment bien connecté avec quelqu'un qui était plus senior, qui regardait pour une relève. Puis lui, tu vois, ça faisait 20-25 ans qu'il roulait sa bosse, il avait bâti vraiment une belle business, tout ça.
Puis, il était rendu peut-être à 57, 58 ans. Donc, un petit hint, entourez-vous de gens, potentiellement. Il y en a beaucoup. C'est quoi? C'est 55 ans, 58 ans, l'âge moyen des conseillers. C'est super élevé. Donc, le point, c'est que, tu vois, à partir de 2016, on a échangé. Puis finalement, en 2018, j'ai signé avec lui pour pouvoir prendre la relève de son book. Puis ça a vraiment été un tremplin là, pour la suite des choses. Veut pas. Puis je vais revenir tantôt, là, on en a parlé avant le balado. Il y a trois éléments au niveau de la croissance d'une business puis comment tu peux t'occuper des clients. Donc, il y a 3 segments, si on veut. Tu as la prospection, la sollicitation et la mise en application. Puis, veut pas, pour devenir un excellent conseiller, je pense qu'il faut maîtriser les 3. Mais après ça, il faut que tu détermines où est-ce que tu es le plus performant puis que tu as le plus de fun. Right? C'est super important. Puis un peu dans ce contexte-là, quand tu fais des acquisitions de clients, si on veut, ben tu achètes une business. Donc là, tu deviens un opérateur. Donc, c'est vraiment le côté sollicitation et mise en application qui deviennent importants. Tu dois devenir très bon là-dedans. Par contre, de l'autre côté, on pourra peut-être en rediscuter, là, mais moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire du développement des affaires. Donc, l'aspect de prospection, de développer des nouveaux marchés, c'est vraiment une force. Puis, si je reviens un peu à ce que je te disais, quand je me suis lancé comme conseiller indépendant, ben au début, je me concentrais plus avec les professionnels de la santé. Puis, tu vois, il y a eu un déclic à un moment donné, puis c'est un de mes très bons amis qui travaillait à Deloitte à l'époque. Il m'a invité à un gala de compagnie en technologie. OK? Puis, tu vois, dans ce gala-là, j'arrive là, j'ai mon suit, du haut de mes 25 ans, 24 ans, ça, je suis confiant. J'arrive là, principalement du monde en t-shirt. Là, tu regardes ça, tu te dis, OK, le crowd un peu particulier. Puis tu vois, la compagnie qui a gagné le gala, c'est les compagnies les plus en croissance en technologie au Canada. La compagnie qui a gagné le gala avait levé à peu près 100 millions de dollars en 3 ans. Puis était passé d'un chiffre d'affaires de comme 750 000 à 115 millions en 3 ans. Fait que là, tu regardes ça puis tu te dis, ouais, finalement, un bon spot, finalement, c'est un bon endroit. Là. Je me suis posé la question intérieurement. Je suis rentré chez moi, j'étais tout débiné. Je me dis, bon, ben, je suis pas dans la bonne industrie, tu sais. Puis finalement, je me suis dit, ben, j'ai 2 options. Soit que je quitte la finance puis toute l'expertise que j'ai bâtie depuis 2011. Ça faisait déjà peut-être 8 ans que j'étais dans l'industrie. Ou, donc, soit que je quitte ça, puis je vais en technologie, tu sais, je vais me trouver un rôle, peu importe, ou que je trouve une façon de leverager l'expertise que j'ai bâtie depuis 8 ans avec le network que j'ai bâti depuis 8 ans, puis qu'on se repositionne plus pour travailler avec des compagnies tech, médias, entertainment. Puis, tu vois, c'est à ce moment-là, on a effectué un pivot, puis ça a propulsé notre croissance de façon exponentielle. Puis là, dis-moi, on a parlé d'acquisition. J'imagine qu'une acquisition, ça se fait... tu parlais de volet sollicitation, le volet prospection. Fait qu'une acquisition, c'est difficile de faire une acquisition toute seule, dans le sens que après ça, une fois que ces clients-là sont là, faire ça tout seul. Fait que l'équipe est importante là-dedans, parce que tu travailles pas tout seul, il y a une équipe autour de toi. Là. Ouais, c'est extrêmement important, puis je veux pas rabrouer des vieux dictons, là, mais seul, on va plus vite, en équipe, on va plus loin. J'y crois, puis écoute, on ne juge que par ça, en quelque sorte, nos résultats, en ce sens que c'est pas vrai que t'es bon dans tout. Puis quelqu'un qui se dit bon dans tout, justement, à un moment donné, tu vas finir par plafonner. Tu seras jamais capable de pouvoir traverser ces plafonds de verre-là ou un peu ces étapes dans la croissance de ta business. Tu seras jamais capable de les briser en quelque sorte. Puis, un peu dans ce contexte-là, moi, écoute, ça fait quand même quasiment depuis le début que je travaillais en équipe, je collaborais avec des gens. Puis, tu vois, pour le modèle d'affaires qu'on a bâti, c'est vraiment un modèle qui est multidisciplinaire, mais vraiment, on s'occupe de tout là, pour les clients. Je veux dire, on va aussi loin que des clients qui cherchent des opportunités de peu importe quoi, mais on va les connecter avec les bonnes personnes. On va aussi loin que la comptabilité, la fiscalité. Écoute, j'ai un notaire qui va voir
le père d'un client à l'hôpital pour signer des documents. C'est vraiment un service qui est complet. Puis ça, tu es obligé d'être en équipe pour pouvoir faire ça. Puis tu vois, là, en date d'aujourd'hui, dans notre setup, si tu inclus justement les conseillers personnels administratifs, on est rendu pas loin d'une 30aine. Donc ça fait en sorte qu'on a accès, par exemple, depuis peut-être un an et demi, il y a quelqu'un qui est là, qui fait les analyses des portefeuilles. Donc, c'est un CPA qui est spécialisé en acquisition, qui a été spécialisé en M&A, si on veut, depuis très longtemps. Puis maintenant, il est dans l'équipe, puis il fait toutes les analyses des portefeuilles pour voir comment on structure justement les acquisitions. On a à partir de janvier, on a une fiscaliste dans l'équipe. On a des planificateurs financiers, si on veut, qui sont conseillés. Donc, il y a un partage de connaissances, un partage de ressources. Mais là, on regarde pour rentrer un planificateur financier sur le payroll également. Donc, c'est vraiment un avancement, là, si on veut, du modèle multidisciplinaire, toujours en mettant le client au centre, puis en comprenant c'est quoi les différents besoins des clients, puis en amenant ces solutions-là. Puis un des grands avantages, je pense, qu'on a compétitif, c'est qu'on a fait un peu le mix entre une firme de gestion de patrimoine traditionnelle qui va s'occuper des placements, des assurances, de la planif, puis de s'occuper, si on veut, des clients au niveau de leur gestion d'actifs. Nous, on a amené ça. Oui, on s'occupe de l'entrepreneur ou du professionnel, de l'exécutif, mais on s'occupe également de sa business avec l'assurance collective, fonds de pension. On a des consultants en HR, on a des consultants en levée de fonds. Donc, littéralement, on a un client là, qui dit hey, moi, ma prochaine étape, j'ai besoin de lever 5, 10, 15, 20 millions. Ben, on a du monde spécialisé là-dedans. Donc, on est toujours en mode solution. Puis en fait, ce qui est le fun, c'est que ça amène ta discussion complètement ailleurs. Tu parles plus de produits, tu parles uniquement de c'est quoi, quels sont tes enjeux, explique-moi what keeps you up at night, tu sais. Puis là, tu es en mode solution. Puis en fait, une fois que tu as donné une prestation de valeur qui est complètement sortie du champ gauche, si on veut, mais qui est 100% en lien avec ce que la personne veut, après ça, le lien de confiance est clairement là. Puis mon gars chez RBC, il fait pas ça. Ben, écoute, nous, on fait ça, puis on le fait également très bien. Puis, by the way, on est indépendant, donc... Mais ça, c'est sûr que ça t'amène comme planificateur financier à avoir plus de valeur parce que tu es vraiment au courant de tout. Là, parce que sinon, si tu parles jamais à ton client mais vraiment de ça, tu restes étiqué le gars des REER, la fille des assurances, la retraite. Mais là, en faisant ça, c'est que toi, tu vas peut-être voir des opportunités pour lui que tu n'aurais pas vues si on t'avait étiqueté là-dedans. Fait que je reviens sur le volet de l'équipe. C'est important de travailler en équipe, mais on voit beaucoup, on en voit de plus en plus des équipes là, sur le marché, mais un conseiller qui travaille tout seul finit par plafonner parce que, en tout cas, à moins qu'on ait des très gros clients, moi, ce que je vois, c'est qu'une fois que tu arrives à 40-50 millions, une personne toute seule, ça devient très, très, très difficile de continuer à développer, puis limite même, ça va peut-être en décroissant. Puis pour la sécurité de ta business, c'est dangereux aussi parce que t'es pas à l'abri d'un épuisement professionnel, t'es pas à l'abri d'une maladie. Fait que finalement, toi, si demain tu quittes, bon, OK, ça va peut-être être difficile, mais l'équipe va être capable de diviser puis de continuer à croître. Là. Fait que pour ta business, comme homme d'affaires, comme femme d'affaires, c'est important aussi de travailler en équipe. Là. C'est un élément qui est super important, puis tu vois, on y pense. Puis dans le fond, c'est une formule un peu comme, si on veut, on est une micro-franchise au sein d'un groupe qui est plus grand. Donc, on a des ressources partagées où on va collaborer sur plusieurs affaires. Mais si on veut, il y a quelques équipes au sein du groupe, en quelque sorte. Donc, si on veut, moi, j'ai mon associé où on est 50-50, puis on a plusieurs personnes dans notre équipe rapprochée. Puis après ça, on a l'équipe plus large, là, justement, comme je te disais, avec des ressources partagées. Puis, j'ai souvent cette discussion-là avec ma partenaire qui s'appelle Geneviève. Ben, si demain matin, elle déboule les marches, puis je dois m'occuper de l'entièreté des clients puis de la business, je suis vraiment dans le pétrin. Puis, à l'inverse, si je déboule les marches, elle aussi est vraiment dans le pétrin. Donc, le fait d'être dans un environnement où est-ce que tu as plusieurs personnes, tu as un écosystème qui est propice, tu as des processus d'affaires aussi qui sont intégrés. Parce qu'un des challenges ou un des défis, c'est que quand tu es plusieurs personnes, t'as trop d'Indiens, t'as aucune cohésion, aucune ligne directrice,
un fait une affaire d'un côté, l'autre fait l'autre affaire. Moi, j'aime ci, toi, t'aimes ça. C'est important d'avoir justement des processus qui sont établis, qui sont cohérents ensemble. Ça fait en sorte que ça valorise plus ta business. Parce que réellement, là, qu'est-ce qui se passe si, disons, t'es un conseiller, un solo conseiller, tu penses que sur papier, ta business vaut, je sais pas, 3, 4, 5 fois tes revenus ou peu importe. Mais la réalité, demain matin, tu déboules les marches, là, puis que c'est ta conjointe ou ton conjoint qui doit gérer via la succession. Pour vrai, si tu reçois un chèque de une fois, t'es vraiment chanceux. Donc, un peu dans un contexte comme ça, ben c'est clair que pour nous, de s'assurer que si demain matin, il arrive de quoi, même si écoute, j'ai 32 ans, là, on s'entend, mais c'est super important. Puis en tant que planificateur financier, on prône si on veut, testamentaire, successoral, super important, mais il faut le faire pour nous aussi. Puis un élément que tu as dit tantôt, je trouvais ça super intéressant, c'est l'aspect que plus tu as une croissance, tu atteins un plafond, tu dis un 40-50 millions, après ça, il faut que tu te poses des questions. Ben, tu vois, nous, à travers les années, on a vu que passer de 0 à 50 millions, tu peux être tout seul, peut-être avec ou sans adjoindre. À partir de 50, tu es obligé de t'organiser avec au moins une personne au niveau administratif. Si tu pousses beaucoup, tu peux peut-être te rendre à 100 millions d'actifs avec une personne administrative, peut-être 2 conseillers si on veut. Mais la réalité, puis on a passé à travers ça dans les dernières années, passer de 100 à 250, puis de 250 à 500 et plus, ça demande un complètement différent set. Un autre modèle. Ben non, complètement. Puis en fait, c'est que là, t'es plus comme ce qu'on mentionnait tantôt, seulement un conseiller. T'es un conseiller entrepreneur. Puis là, il faut vraiment que tu penses comme un homme d'affaires ou une femme d'affaires où il faut que tu bâtisses une pérennité, des processus d'affaires. Il faut que tu bâtisses une équipe. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Ça amène des risques. Je veux dire, si t'as des gros loyers, t'as du gros payroll, t'investis beaucoup dans le business, puis qu'il y a un ralentissement économique, c'est sûr que 2020, c'est passé trop vite, là. Mais mettons un 2022 qui s'étire, ou ceux qui sont un peu plus vieux, un 2008, mettons, où vraiment les marchés sont en notre défaveur complètement. Peut-être que tu peux perdre, si t'es pas proactif, certains clients. Donc, tu sais, il y a quand même des risques inhérents. Puis c'est clair que si quelqu'un qui veut passer à la prochaine étape, t'as pas le choix de monter une équipe. Après ça, tu peux soit te joindre à une équipe qui est déjà existante, que tu as un fit de mission, vision, valeur. MVV, pour nous, c'est super important. Puis à partir de là, c'est ça. Si tu penses que tu peux faire mieux ou que tu as envie de faire différent, ben, tu peux partir ton propre truc. Mais c'est sûr que j'ai jamais entendu quelqu'un qui gérait 1 milliard d'actifs puis qui est tout seul. J'ai jamais entendu ça. Là, tu parles beaucoup comme un entrepreneur. T'en es un, t'es un gestionnaire aussi. Puis t'es aussi un planificateur financier. Fait que t'es un expert puis t'es un gestionnaire. Quel des deux rôles que t'aimes le plus, puis quel que t'as plus de facilité? Peut-être que t'aimes les deux aussi, mais à un moment donné, quand ça croît, c'est que là, t'es plus juste un expert, là. Faut gérer la patente aussi, là. Ouais. C'est un défi de tous les jours, puis j'ai pas la recette infuse, là. Je tiens à le mentionner. Maintenant, c'est sûr que plus tu bâtis une business, plus tu bâtis une équipe, t'as pas le choix en tant qu'actionnaire d'être un peu un gestionnaire aussi. Il faut que tu supervises, puis si t'es pas serré dans ta gestion, ça peut devenir vraiment une catastrophe. Puis dans le fond, un élément qui est super important, c'est l'aspect qu'on est dans une business extrêmement réglementée. La réglementation va pas s'amoindrir, va continuer de s'intensifier, ce qui est une bonne chose parce qu'il y a eu des abus, des excès dans le passé. Le point, c'est simplement, on est dans une business du micro-détail, puis le micro-détail peut te nuire autant que le gros détail. Puis plus tu es en croissance, j'entends des fois des conseillers qui ont 2, 3, 4, 5 000 clients, qui sont tout seuls ou qui ont un personnel administratif. Je suis stressé pour eux parce que je me dis, hey, t'as 2, 3, 4, 5 000 raisons,
fois le nombre de raisons par client de recevoir une plainte puis te faire un peu amener dans cette direction-là. Fait que cet aspect-là de risque, puis j'en avais déjà parlé dans une autre conférence, le risque asymétrique, où est-ce que ton nouveau client qui va t'amener 500 $ de revenus ou 1000 $ de nouveaux revenus peut te causer mal puis mettre à risque ta business qui génère 500 000, 1 million ou des multimillions, tu sais. Donc, ce risque asymétrique-là est tellement important. Pour revenir à ta question, dans le fond, nous, on a un modèle où est-ce que les conseillers partners, si on veut, sont les corps arrière financiers pour les clients. Okay? Donc, nous, on appelle ça le financial quarterback, si on veut, pour les clients. Donc, prenez l'image, là, si on veut, d'un terrain de foot américain où tu as le corps arrière qui est en arrière, qui regarde le terrain. Puis là, le rôle du corps arrière, c'est de lancer la balle au bon individu ou au bon intermédiaire, si on veut, pour pouvoir amener à terme les besoins du client. Donc, c'est pas rare que moi, quand je rentre, je mets mon chapeau de planificateur financier. Ma job en tant que planificateur financier, c'est de lever tous les lapins puis mettre, OK, drapeau jaune, drapeau rouge, ça, c'est super important. Jaune, OK, parfait. Voici un peu la situation, comment moi, je l'aperçois en tant que professionnel. Parfait. Est-ce que tu veux rentrer dans notre modèle où on peut vraiment venir t'accompagner sur les différents volets? Excellent. Donc, moi, je sors de cette rencontre-là. Je peux avoir 3 ou 4 références à donner aux gens de notre équipe, soit à l'interne ou à l'externe rapproché. Donc, mettons, le couple, ils n'ont pas de testament de mandat. Boum, on fait une référence à la firme de notaire avec qui on travaille. Mettons, lui vient de changer de travail puis il est rendu travailleur autonome. Des assurances invalidité. C'est tellement important. Je comprends pas pourquoi tu n'en as pas fait avant. Tu sais. Donc, ça, on l'envoie à notre personne qui est en assurance à l'interne, qui s'occupe juste de ça. Donc, de bâtir un modèle comme ça où c'est multidisciplinaire. Puis la plus belle chose, c'est un avocat qui m'avait dit ça, puis je trouve ça très drôle. La plus belle chose que tu peux faire dans notre industrie, si tu veux pouvoir grandir, c'est de bâtir un modèle où tu peux être rémunéré sur du travail que tu fais pas. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ben, par exemple, notre personne d'assurance, ben, la réalité, c'est que moi, je fais une rencontre d'une demi-heure, 1 heure. J'identifie 3-4 besoins. Puis là, à la fin de la rencontre, moi, j'ai tout fait mon travail. J'ai amené le client, j'ai séduit le client pour qu'il vienne dans notre modèle. Après ça, j'envoie la balle au courtier d'assurance, au courtier hypothécaire, peut-être courtier immobilier, s'ils ont des projets d'acquisition, mettons, multirésidentiels ou peu importe. Donc, ça fait en sorte que une rencontre, on a envoyé 4 références. À un moment donné, ces 4 références-là, et soit que tu as des ententes signées très importantes de référencement. Donc, ça, c'est une chose. Ou sinon, ben, ça fait grandir ton réseau. Puis, à un moment donné, tu es avec des gens qui sont bienveillants, qui vont te renvoyer l'ascenseur, puis que tu vas pouvoir bâtir aussi comme ça. Puis, ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir une personne qui fait du développement des affaires, ben, c'est une personne fois le nombre de partenaires avec qui tu collabores de façon rapprochée. Puis ça pour nous, c'est super intéressant. Puis justement, le rôle du planificateur financier dans notre modèle, c'est la chose, à mon avis, la plus importante. C'est pour ça que je disais d'entrée de jeu, si j'ai un conseil à donner là, aux gens qui commencent ou qui sont un peu plus jeunes dans l'industrie, de grâce à aller faire vos licences et votre cours en planification financière, ça va tellement donner des outils pour le futur. Puis en fait, c'est que non seulement tu deviens une personne qui est peut-être pas indispensable, mais tu deviens très important dans la gestion du client. Mais après ça, c'est que tu peux avoir des discussions intelligentes avec les comptables, les fiscalistes, les avocats. Puis par ailleurs, tu es capable aussi de dire « Hey, attention là, tu veux vendre ta business, tu as des placements dans ta business depuis 10 ans, es-tu au courant que tu n'auras pas ton exonération? » Ah, mais non, je n'étais pas au courant. Je regarde pour vendre d'ici 6 mois, 1 an. Ça ne marchera pas, là. Tu sais, fait que ça, c'est de la valeur ajoutée. On parle plus de « Hey, je fais 1 ou 2 % de plus. » Non, tu viens de faire sauver 300 000 $ d'impôts aux clients.
C'est pas 1% de frais de gestion ou whatever qui va faire une différence rendue là. Puis je dis pas qu'il faut pas être compétitif et avoir des bonnes solutions d'investissement, là, on s'entend. Mais le point, c'est simplement que tu sors complètement la discussion du produit, puis t'amènes ça dans des services à valeur ajoutée, là. Si on veut. Fait que quand tu es devenu planificateur financier, ton conseil a changé? Ben, vraiment, en fait, c'est l'approche puis le mindset, si on veut. Puis en tant que planificateur financier, le rôle, là, c'est d'être on parle beaucoup là, du médecin, t'as les médecins spécialistes, ce serait le fiscaliste, la personne d'assurance ou peu importe. Tandis que le planificateur financier, c'est le médecin de famille. Donc, c'est vraiment la personne qui va veiller au bon intérêt global de la santé financière du client. Puis je te dirais, pour nous, c'est vraiment une approche qui est super importante. Puis, tu vois, j'ai le privilège d'avoir quand même une certaine exposition médiatique. J'ai bâti, by the way, c'est pas arrivé du jour au lendemain. En 2014, quand j'ai commencé, j'écrivais des blogs, j'écrivais des articles après ça dans Finance et Investissement. J'ai commencé à collaborer tranquillement avec la presse, etc. Mais le point, c'est que ça s'est bâti sur une période de 10 ans. Puis là, ça fait en sorte que on est super chanceux, on a cette visibilité-là. Donc, on a des gens qui nous contactent pour des plans financiers, etc. Puis tu vois, il y a beaucoup de gens, en fait, qui veulent pas faire de plan en horaire. OK? Puis je sais pas c'est quoi ton opinion par rapport à ça. Là, je pense que vous en faites vous aussi. Le point est simplement, vu qu'on a le privilège d'avoir des gens qui nous contactent, est-ce que vous pouvez un peu traiter notre dossier? Ben nous, on a monté une solution, si on veut, où est-ce que les gens nous appellent, sont pas clients chez nous. Puis au lieu de dire, je suis pas intéressé, tu me confies pas ton argent, va-t'en à la banque ou peu importe. Nous, on n'est vraiment pas de même. On est super inclusif. On dit, écoutez, on va vous faire le mandat du plan. Ça va être un mandat qui est circonscrit A, B, C, D. C'est ça qu'on va évaluer. C'est ça les recommandations qu'on va vous donner. Ça a un coût A, B, C. OK? Puis, advenant le fait que vous aimez le projet, si on veut, ben à ce moment-là, on peut mettre en place votre projet. Puis là, on bascule d'une formule, si on veut, un package à honoraire direct, vers une formule d'accompagnement financier global à plus long terme où on va aussi être à honoraire, mais un honoraire qui est sur la gestion des actifs au lieu d'être un package, si on veut, qui est payé. Puis, je te dirais, depuis qu'on fait ça, si on recule là 5-6 ans, on avait peut-être 3 à 5 planifs par année. Là, on en a peut-être 15-20 par année ou plus. Ben, la réalité, c'est qu'on aime ça parce que ça nous permet de rester à l'affût de ce qui se passe. Donc, on reste sharp. On permet aussi de donner de la valeur ajoutée à des gens qui n'auraient pas nécessairement les actifs pour pouvoir travailler avec nous, par exemple. Puis, ça permet, à un moment donné, c'est un service rendu, veut pas, c'est un échange qui est win-win. Puis, on travaille comme ça. Puis là, maintenant, justement, comme je t'ai dit, on a des gens à l'interne parce que c'est plus nécessairement moi directement qui va faire le travail de fond. On a des planificateurs financiers dans l'équipe. Puis ça permet que moi, je suis vraiment plus le point pivot. Je fais la présentation, je comprends les besoins, puis après ça, on aligne dans la bonne trajectoire avec les bonnes personnes. En fais ça encore un petit peu, tu sais, pour rester sharp un peu, ou des fois tu dis, là, je dis pas que t'es pas sharp, là, tu sais, des fois, à un moment donné, je vais donner un exemple d'une proposition d'assurance. Tu sais, quand ça fait 15 ans que tu n'as pas de proposition d'assurance, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu ouvres ton système puis c'est impossible de savoir comment. Même chose, c'est une planification financière, tu sais, c'est quoi les outils, ou tu délègues complètement, parce que tu sais, à un moment donné, c'est peut-être ça dans l'équipe, il faut que tu apprennes à le déléguer. Là. C'est drôle, tu vois, le côté de l'assurance, je crois que c'est tellement important, l'assurance de personnes. Par contre, pour moi, c'est tellement de la documentation. ça a toujours été, disons, ceux qui me connaissent, là, je sais où je m'en vais. Par contre, je suis capable de lever plus d'opportunités que je suis capable de livrer, en quelque sorte. Puis le côté de l'assurance, avec toute la documentation, ça me stressait, là, un autre niveau. Donc, ce qu'on a fait à travers les dernières années, on a eu quelques personnes avec qui on collaborait. C'était eux, nos personnes d'assurance. Puis là, maintenant, on a une personne qui est dédiée, là, qui fait juste de l'assurance avec nous. Ben, c'est sûr que ça nous amène dans un confort où
je sais que quand cette personne-là prend le rôle de s'occuper de l'assurance, toute la conformité, tout va être exceptionnel. Cette personne-là devient overqualifiée, là. Exactement. Donc, après ça, est-ce que je suis capable de dire, hey, il manque d'assurance ou il semblerait qu'à la lumière de ce que tu me dis, t'as un trou d'assurance ABC, oui. Mais en toute honnêteté, ça doit faire 3-4 ans que j'ai pas ouvert. Ça a changé depuis. Sûrement. Sûrement. Fait que, y a ça. Par contre, pour la planification financière, en date d'aujourd'hui, c'est toujours moi qui signe les plans. Fait que c'est toujours moi qui les révise. Donc, ça fait en sorte que oui, là, au niveau de l'aspect de planification financière, est-ce que c'est plus moi qui va m'asseoir puis qui va réfléchir à la meilleure stratégie de décaissement, la meilleure structure? Je suis capable de le faire en 2 minutes, là, à un moment donné, avec l'expérience. Tu es capable de voir, OK, je pense que je ferais ça de même, mais entre le je pense puis j'ai pris 1 heure, 2 heures, 3 heures pour faire les chiffres. Et des fois, c'est le même, des fois, c'est... Donc, le point, c'est qu'on a des gens qui sont vraiment meilleurs que moi pour faire ça, puis ça permet de me libérer du temps. Et donc, après ça, moi, je peux continuer de faire avancer les choses, rentrer de la nouvelle business, s'occuper de la business. Après ça, c'est toutes les autres... C'est parce que ce qui vaut le plus cher dans ce qu'on fait, on en a parlé un peu au début, mais c'est la prospection. Tout est talentueux là-dedans. Fait que, tu sais, dans tout le volet analyse, tout ça, c'est correct. Ça a un taux horaire qui est quand même bien, mais le taux horaire qui est le plus élevé, c'est dans le volet de la prospection. Fait que toi, faut que tu aies le plaisir de le faire, mais il faut que tu aies où que tu es le plus payant. Ouais, exact. Puis, dans le fond, là, pour revenir un peu sur ce que je disais, il y a vraiment 3 niveaux dans notre industrie. Prospection, sollicitation, mise en application. Je peux peut-être les expliquer là juste pour fin de la discussion. Donc, prospection, c'est de développer des nouveaux marchés ou des nouvelles relations ou de prendre des relations actuelles puis d'être capable de créer des nouvelles opportunités grâce à ça, en quelque sorte. Donc, ce que ça permet de faire, généralement, la prospection, c'est que tu peux naviguer dans des tales plus nichés, plus spécifiques, puis qui te ressemblent potentiellement plus, ou qui ont plus de potentiel. Comme nous, par exemple, je te le mentionnais, on travaille beaucoup exécutifs, propriétaires d'entreprises, principalement en technologie. Ben, j'ai réalisé, là, 7-8 ans qu'il y avait des opportunités monstrueuses de s'occuper de cette clientèle-là, qui est, by the way, vraiment mal desservie. Ben, dans un contexte comme ça, on s'est positionné pour être un peu partout dans l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment la prospection. Sollicitation, là, c'est, t'arrives, tu te fais donner une liste de clients, puis c'est déjà des clients qui sont des clients du bureau, que ce soit en placement ou en assurance, puis tu te fais dire, appelle-les, déniche des opportunités au sein de ces clients-là. C'est vraiment une bonne façon de commencer. Tu vois, quand j'ai commencé, là, me faire donner une liste de clients en assurance, puis essayer de leur comprendre qu'ils ont d'autres besoins, puis les faire comprendre qu'ils ont d'autres besoins, je trouvais que c'était vraiment une bataille à contre-courant, pour moi, en tout cas. Donc, je préférais aller plutôt, je me dis, ben, tant qu'à essayer de convaincre quelqu'un qui veut pas être convaincu, je vais aller convaincre quelqu'un qui veut être convaincu, right? Quelqu'un qui a un esprit plus vierge un peu. Exactement. Donc, il y a ça. Puis le troisième élément, qui est la mise en application, ben, c'est peu dur de dire que c'est quelqu'un qui est super compétent en planification financière, en assurance, même en investissement. Si on rêve un peu, nous, éventuellement, ben, d'avoir une équipe, un CFA ou une équipe de CFA qui gère la plateforme. On est tous gestionnaires discrétionnaires en ce moment. Nous, on n'a pas encore fait le shift vers la gestion discrétionnaire pour le bureau complet. Ben, c'est vers ça qu'on voudrait aller. Fait que d'avoir des experts pour la mise en application, c'est une des parties les plus importantes, mais malheureusement, c'est une des parties qui est un peu la moins rémunératrice en quelque sorte. Puis tu vois, à la base, comme tu as mentionné, j'ai un talent particulier pour l'aspect de la prospection. C'est là que j'ai vraiment du fun. Puis la réalité, c'est que plus le temps avance, tu réalises en tant qu'entrepreneur, pour continuer de développer, d'avancer, il faut que tu sois dans un environnement où tu es dans un environnement de performance, de bienveillance, de réciprocité avec tes clients. Et pour nous, d'avoir du fun, d'avoir du plaisir à travailler,
Parce que la réalité, c'est que si à un moment donné, je me lève puis j'ai zéro fun, puis ça fait des mois et des mois que je patauge dans des affaires, je vais quand même me poser des questions sérieuses. Parce qu'à un moment donné, on a le luxe de pouvoir bâtir notre business. Pourquoi je serais dans un environnement toxique qui est pas agréable? On n'a pas envie de vivre ça, on n'a pas envie d'accepter ça. Puis un peu dans ce contexte-là, en date d'aujourd'hui, je peux te dire, on est dans un environnement avec des entrepreneurs bienveillants qui mettent le client, comme je te disais, au centre de la discussion. Puis pour nous, ça, c'est super important. Dis-moi, on a parlé tantôt des conseillers qui avaient beaucoup de clients. Je veux savoir comment vous appliquez le volet segmentation. Parce que j'imagine, en fait, puis là, je veux pas répondre à ta place, mais que ton client qui a 10 millions d'actifs puis un client qui a 200 000 d'actifs, vous lui offrez quand même probablement la même chose, mais probablement que ton client qui est plus en haut d'actifs, il a un service qu'il n'y a pas, ou du moins, tu sais, je veux dire, la segmentation entre ton platine et ton bronze, est-ce que c'est par le chouchoutage ou c'est par l'accès au service? Ou est-ce que vous avez une segmentation dans le bureau? Ouais. Il y a définitivement une segmentation. Dans le fond, nous, on l'a séparé en 7 niveaux. On a, d'habitude, là, il y a toujours les platines, A, B, C, D, etc. Nous, on a aussi des clients ambassadeurs. On va avoir des ambassadeurs platine et ambassadeurs or. Okay? Donc, sans aller trop dans les détails, là, pour pas ennuyer tout le monde, essentiellement, on a vraiment monté un modèle où on va donner un niveau de service là, de base et très élevé à tous les clients à la base. Okay? On n'est pas tout pour tout le monde aussi. C'est là justement que, pour moi, si mon humble avis, là, ça vaut ce que ça vaut, mais si tu as plus que 150, 200 relations à t'occuper, je pense que tu perds de la personnalisation. Puis nous, on veut pas être comme, disons, les institutions financières dites plus traditionnelles où tu as 2000 personnes. Puis, tu sais, moi, à la banque, là, je devais aller voir dans le CRM pour voir c'était qui la personne. Je veux pas ça. Moi, je veux connaître le nom des enfants de mes clients, à la limite, le nom du chien, puis, tu sais, on va loin, là, je niaise un peu. Ça, c'est impossible à 2000. C'est pour ça. Impossible. Donc, nous, on a un peu ce modèle-là où est-ce que on a cette segmentation-là où on va donner un niveau de base de service qui est très élevé déjà. Puis après ça, pour nos clients triple A, nos clients A, les ambassadeurs aussi, on va avoir des événements, on va prendre du temps particulier avec eux. Sinon, à la base, là, on offre des webinaires, on fait des événements clients. Donc, on est très inclusif, là, si on veut, par rapport à ça. Puis, veut pas, c'est que plus le temps avance, on dit là, généralement qu'il faut avoir, c'est dans différents rapports, là, mais idéalement, il faudra avoir entre 9 à 12 interactions avec ses clients par année. Fait que là, le conseiller qui appelle son client une fois par année au début des REER, t'as pas 12 interactions. On s'entend. Fait que nous, on a monté un modèle où on va avoir par exemple, des infolettes. Si tu en envoies 4 par année, ben c'est considéré comme 4 interactions. Après ça, si tu fais des événements clients ou des webinaires actifs que tu invites tes clients, ben c'est d'autres interactions. Après ça, des petits appels ici et là. Tu vois, moi, il y a un élément, je sais pas s'il y a d'autres conseillers qui font ça. On s'est basé sur ce que les gens en tech font. Puis depuis la COVID, OK? Pendant la COVID, en fait, quand je bookais des meetings dans le calendrier de mes exécutifs en tech, je pouvais pas booker des meetings, c'était soit 10 minutes ou 25 minutes, le meeting. Il n'y avait pas de 1 heure, il n'y avait pas de 2 heures, il n'y avait pas de 3 heures, là, on s'entend. Fait que là, à ce moment-là, je me suis dit, hey, d'un côté, j'étais un peu déboussolé, tu te dis, ouais, qu'est-ce que tu vas faire en 25 minutes, tu sais? Puis là, tu vois, avec le temps, on a commencé à réduire le temps qu'on prenait par rencontre. Là, je mets un petit astérix, c'est pas tout le temps de même, là, on s'entend. Mais typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit notre temps de rencontre. On essaye de booker juste des demi-heures. Principalement en virtuel. On s'entend, un client qui se déplace, qui fait 1 heure de char contre vents et marées dans le trafic. Si tu prends 15 minutes avec la personne, c'est un peu insultant. T'sais. Mais le point, c'est simplement, on a vraiment réduit de façon importante le temps de nos rencontres. En contrepartie de quoi?
d'une augmentation du nombre de rencontres. Ouais. OK? Donc, ce que ça fait en sorte, en fait, c'est qu'au lieu de parler, mettons, 1 heure et demie, une fois par année avec le client, on va y parler 3 fois, 4 fois ou 5 fois des 15, 20 minutes, une demi-heure, des petits touch points réguliers. On met ça à l'agenda. Des trimestriels qu'on appelle. Donc, tu fais tes rencontres trimestrielles. Écoute, des fois, ça dure 10 minutes. Ouais. Voici l'état des marchés. Y a-tu de quoi de nouveau de ton côté? Est-ce que je peux t'aider sur quelque chose? En fait, c'est que ça change complètement la dynamique. Ça donne un pace qui est plus accéléré, mais ça fait en sorte que je suis passé de faire 25 rencontres par semaine. Ben, il y a des fois, si on veut, on peut faire 50 rencontres dans une semaine. Ouais. Ben, si tu fais le calcul, tu supervises 200 clients, en dedans d'un mois, un mois et demi, t'as tout revu tes clients ou t'as parlé avec la majorité. Fait que ça te laisse du temps après ça pour pouvoir vaquer à d'autres occupations, comme par exemple de la prospection de nouveaux marchés. Puis nous, c'est ça qui a fait que notre croissance s'est vraiment accélérée. Puis ça nous permet là, de pouvoir avancer. Puis tu sais quoi, on juge qu'on donne vraiment un meilleur service aux clients parce qu'on n'est pas là une seule fois dans l'année. On est là beaucoup plus souvent. Puis ça fait en sorte que le client, il est mieux pris en charge, puis tu es vraiment plus au courant de ce qui se passe. Ça veut dire, une fois par année, c'est que des fois, mettons, on rencontre, je sais pas, en avril, puis mettons que la deuxième rencontre l'année d'après arrive en avril, mais c'est parce que là, il y a eu 12 mois, là. T'sais, fait que, ah oui, il m'est arrivé ça en mai. Ah, shit, si j'avais su en mai que t'arrivais ça, j'aurais fait ça, puis ça. Là, Ouais. Fait que là, le fait d'avoir plusieurs touchpoints comme ça, est-ce que ça amène une charge administrative souvent, ces petites rencontres-là? Oui, mais en même temps, c'est de s'aider par la technologie. Ouais. Puis je crois que c'est seulement l'aube des changements via la technologie. Je veux dire, la prise de notes, je crois que ça va complètement être changé au courant des prochains mois, des prochaines années. Il y en a Après déjà ça, qui ont commencé à oui. travailler là, avec Puis la technologie. on est en train de considérer là, comment on va mettre ça en place. Je connais des équipes que eux, c'est déjà 100% informatisé, tout ça. La réalité, c'est que là, on est en voie de mieux intégrer. On a déjà intégré une partie des rencontres Calendly, des suivis, etc. Donc, tout ça, c'est déjà mis en place. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, si tu es bien organisé comme ça, tu es en mesure de ne pas avoir une surcharge nécessairement au niveau administratif. Puis ça revient à ce que tu disais plus tôt. Et à un moment donné, si tu rencontres ton client une fois par année, là, en 12 mois, là, ton client peut avoir un enfant. Ouais. Peut ça être marié, divorcé, whatever. Tu veux être la personne qui est au courant de ça. Tu C'est veux pas tous les clients qui vont dire « Ah, faut que je le dise à Antoine. » Non, mais on veut être cette personne-là. Puis la réalité, c'est que chaque situation, c'est une période où tu peux stepper up pour donner de la valeur. Je pense à 2020, là, on était tellement proactifs avec les clients. On s'est fait référer des dizaines et des dizaines de clients de d'autres conseillers qui, eux, se cachaient en dessous de leur bureau puis ils voulaient pas parler à personne. Ben, c'est des opportunités de crise, ou des situations de crise qui créent des opportunités qui différencient le conseiller moyen du bon conseiller du superstar, ou de la superstar. Puis le point où je voulais m'en aller avec ça, c'est simplement le fait d'être super actif et proactif dans ces suivis-là. Ben, si la personne veut s'acheter une propriété, veut acheter un plex, veut un événement de liquidité, hey, tu veux pas savoir que ton client a vendu sa business ou son bloc après la banque. Là. On s'entend, je veux dire, si le client il considère vendre, on a beaucoup de clients là, dans les dernières années, soit qui étaient propriétaires de plusieurs propriétés. Ils arrivent à un certain âge, les valeurs ont tellement augmenté, ils veulent commencer à simplifier la vie. Ça passe par soit mettre en gestion ou vendre tranquillement les actifs. Ben nous, on est impliqué journée zéro parce que, il peut y avoir des implications fiscales. Donc, tout le côté fiscal, successoral, optimisation, on en parlait tantôt. Puis après ça, d'être omniprésent là-dedans, ben, la journée qu'il reçoit son chèque, là, on s'entend-tu qu'au Québec, maintenant, en tout cas, moi, j'habite à Montréal, là, puis être propriétaire à Montréal, t'es quasiment sûr d'être millionnaire. En actif. Peut-être pas en actif net, mais bon. Le point, c'est simplement
quelqu'un qui a acheté un bungalow à Montréal, dans Rosemont, à 150 000, là, 30 ans, ça vaut 1 million, 1,2, 1,4. Ben, c'est eux, là, la journée qu'ils vendent, si tu leur as parlé juste une fois dans l'année ou une fois aux 2 ans, un peu par erreur ou peu importe, ben, quand l'argent va rentrer, là, à la banque, je te garantis qu'il y a une rencontre, là, avec groupe, peu importe quoi. Donc, le point, c'est d'être omniprésent là-dedans, c'est que ça crée des opportunités. C'est sûr que ça met une pression sur nous, ça met une pression sur l'équipe, ça met une pression sur le team, mais d'où la raison, justement, de monter une équipe pour pouvoir prendre cette charge-là, mieux s'organiser pour pouvoir avancer. Puis pour nous, écoute, ça fait vraiment notre succès à l'heure actuelle. Est-ce que éventuellement, ou à un moment donné, on va être fatigué puis on va avoir envie de changer? Peut-être que oui, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, ça va tellement bien. On a du plaisir, on performe, puis toujours dans l'intérêt du client. Puis j'ai réalisé aussi à travers le temps, quand tu es j'ai juste le terme en anglais, là, mais tu es un toolkit, si on veut, tu une boîte à outils, voilà, pour les clients, ta relation vient vraiment de changer. Puis après ça, le plus beau remerciement que tu peux avoir, c'est pas nécessairement le client qui te confie plus d'argent. C'est la journée que tu rencontres le client là, qui vient de vendre sa business puis qui dit là, ça, là, j'aurais jamais réussi à me rendre là, j'aurais jamais réussi à accumuler 1, 2, 3, 5 millions d'actifs si c'était pas ton accompagnement. Je te remercie d'avoir fait ça. T'sais, ça vaut plus que n'importe quelle somme monétaire. Puis c'est un peu ça notre c'est ça le plus beau témoignage, si on veut, là, du succès qu'on a. Dis-moi, mettons, dans les prochains 5 ans, là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains 5 ans en fonction des marchés, en fonction de l'intelligence artificielle? Tu sais, comment vous allez vous ajuster au... En tout cas, qu'est-ce que tu penses que dans les prochaines années? Parce qu'en fait, l'industrie des services financiers a beaucoup changé. Il va encore changer. Fait que c'est quoi ta vision de ça? Ouais. Ben, je te dirais que de façon... Je te parle là, de façon purement personnelle, là, où est-ce que je crois que ça s'en va. On voit une concentration de plus en plus grande de la richesse des actifs dans les mains de quelques-uns, en quelque sorte. Donc, c'est sûr que au niveau du conseil indépendant, je crois que ça s'en va de plus en plus vers des équipes de conseillers indépendants qui vont être là pour pouvoir donner du service, du conseil. On en a discuté un peu plus tôt, là, peut-être c'était avant d'être en ondes, mais une équipe, en termes de conseillers, ça vaut vraiment plus cher quand tu es organisé, en termes de valorisation totale, que si tu es tout seul et que tu n'as pas de relève en quelque sorte. Donc, tout ça pour moi, c'est un des trends que je vois. Il y a un autre élément, là, l'intelligence artificielle. Ceux qui n'embarquent pas et qui ne s'intéressent pas vont tellement se faire dépasser. Tellement. Puis écoute... Dépasser, t'es gentil. J'aurais plus éclaté. Ouais. C'est clair. C'est clair, net et précis. Puis, je veux dire, je te donne un exemple. Okay? J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a une opportunité d'acheter une entreprise, peu importe. Puis là, cette personne-là est non éduquée financièrement. Je lui ai donné un coup de main. Écoute, le courriel pour la personne potentiellement qui veut acheter, lettre d'intention, courriel pour le comptable, courriel pour l'avocat, avec un peu les grandes lignes de ce que tu veux. Ça m'a pris, grâce à ChatGPT, ça m'a pris littéralement 10 minutes. Puis j'avais 3 pavés différents, super bien écrits. J'envoie à cette personne-là, puis là, wow, comment t'as fait ça? C'est l'usage. Écoute, ça m'aurait pris 1 heure, peut-être, peut-être plus, tu sais. Donc, l'usage de la technologie, puis ça, c'est un exemple. Après ça, on entend des copilots, des Fathom, tu sais, en fait, l'intelligence artificielle qui t'aide à prendre tes notes, qui te donne tes points d'action à la fin de la discussion. Je crois que c'est un must. On l'a pas encore instauré, mais c'est sûr que nous, on s'en va vers ça. Début Q1, Q2 2025, c'est sûr que c'est fait. J'espère que ça va bien veiller ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça. On s'en va vraiment là. Puis ceux qui ne l'utilisent pas vont tellement se faire dépasser.
L'autre élément aussi, je pense, c'est qu'il y a une pression sur les frais. Il y a une pression sur les honoraires. Puis c'est sûr que ce que j'aime dire, là, c'est que tu veux pas être le plus cher, mais tu veux pas non plus juste te démarquer parce que t'es pas cher. Tu veux pas être le Walmart de la gestion financière. À l'inverse, tu veux pas non plus être positionné comme étant le plus cher. Puis là, avec toutes les règles de l'industrie, de légitimer que tu charges 2% d'honoraires over and above les frais de produit, peut-être ça va être dur de plus en plus. Ouais. Donc, un peu dans ce contexte-là, c'est de faire en sorte que tu es capable d'augmenter ta productivité grâce à la technologie. Si tu augmentes ta productivité grâce à la technologie, tu es capable d'avoir plus de temps. Plus de temps veut dire quoi? Tu peux mieux t'organiser, tu peux mieux structurer ton équipe, tu peux peut-être onboarder plus de clients. Puis après ça, ben ça revient à ce qu'on discutait un peu tantôt, tout l'aspect de la segmentation, s'assurer que tu travailles avec une clientèle cible. Moi, je pense que ça a été un des plus gros déclencheurs de notre croissance, c'est de se positionner dans un segment de marché spécifique. Tu deviens un expert de ce marché-là. J'ai parlé des professionnels de la santé. Écoute, il y a des groupes qui le font extrêmement bien, mais quand tu es rendu que tu connais ta clientèle cible sur le bout des doigts, tu es capable de bâtir une offre de service aussi qui est ciblée à ta clientèle. Ben nous, c'est ce qu'on a fait par rapport aux technologies, par rapport au côté de numérique, etc. Ben ça c'est vraiment super important. Puis ça fait en sorte aussi que dans ta segmentation, tes clients C, D ou E, ben, tu es capable de prendre la décision, heureusement ou malheureusement, de te repositionner. Ça peut devenir une opportunité peut-être d'onboarder quelqu'un dans ton équipe. Tu te dis, hey, j'ai 50 clients, j'ai 100 clients, j'ai 1000 clients pour certains que j'ai pas eu le temps malheureusement de très, très bien m'en occuper. Je m'en occupais bien, mais je donnais pas le service over and above. Mais la réalité, c'est que ces clients, mettons C ou D ou E, pour toi, c'est peut-être des clients A, B pour quelqu'un d'autre. Ouais. Puis ça donne en même temps l'opportunité à la relève, à des gens qui veulent se lancer dans le milieu. C'est sûr et certain, là, quand je regarde l'environnement aujourd'hui du marché, un jeune qui veut se partir en business dans notre milieu, si tu ne joins pas à une équipe, j'ai de la difficulté à voir. Ça se peut là, que ça marche. Mais if you don't come from money, là, donc si tu viens pas d'une famille super riche, fortunée, puis que t'as pas dans ton entourage là une couple de personnes qui peuvent te supporter puis te donner un peu d'argent en gestion, ça va être long là. Puis c'est clair que en faisant ça de cette façon-là, ça donne l'opportunité à du monde de se joindre dans la business. Par contre, ce que je peux dire définitivement, c'est qu'il faut pas être greedy. Souvent, il y a un disconnect là. Les gens qui veulent acheter, ils veulent payer un montant X. Les vendeurs, leur business vaut 10 fois les revenus. Tu sais, puis là, tu te dis ouais, mais écoute, je sais pas si t'as fait les maths, mais à 7% de taux d'intérêt, ça marche pas. Tu sais. Donc, on s'entend. Puis là, bon, tout ça, c'est un processus c'est un travail qui se fait à deux, mais le point, c'est simplement quand tu veux onboarder des gens dans ton équipe, je crois que d'être fair, par contre, d'être bienveillant puis d'être quand même généreux dans les métriques que tu donnes, ben ça donne un coup de main à ces gens-là pour se partir. Puis à un moment donné, moi, j'ai vraiment la philosophie là, dans la vie, what goes around comes back around. Là, je me rends compte que je fais beaucoup d'anglicisme, mais en tout cas, peu importe. Donc, ce que tu donnes, à un moment donné, ça va finir par revenir. Puis c'est clair que dans un environnement comme ça où tu donnes des opportunités justement à des gens, ben ça va finir par te revenir. Puis ce que j'aime dire, là, c'est que tes clients DE, ce qui peut être différent pour tout le monde, mais généralement, tu vas peut-être leur donner un peu moins d'attention. Puis, il y a deux choses. Un, tu as un risque réglementaire. Il faut au moins que tu les vois une fois ou plus par année ou peu importe, selon le courtier ou selon les règles. Puis l'autre élément, c'est sûrement que tu vas pas aller dénicher les opportunités. Puis tout l'aspect de sollicitation que je parlais là, d'entrée de jeu,
Ben, on appelle ça des fois des bas de book, là. Ouais. Dans les bas de book, ben, des fois, il y a des opportunités qui sont fabuleuses. Puis juste parce que le conseiller principal s'en occupait un peu moins, ben, t'auras pas ces opportunités-là. Puis tantôt, on parlait de vente de maison, Ouais. on parlait d'héritage, d'opportunités, d'événements de liquidité. Si tu leur parles une fois par année, une fois ou 2 ans, ces gens-là, tu seras pas la personne. Ouais. C'est un peu ça la vision. Et en terminant, Antoine, si t'en as donné plein là, dans cette discussion-là, mais si tu avais un conseil à donner, tu vas te parler de devenir planificateur financier, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à un conseiller qui commence, mais pas seulement qui commence, quelqu'un qui est dans l'industrie, qui sent qu'il plafonne ou qui commence, qu'est-ce un conseil de... J'allais dire, on est à la même âge, mais ça fait à peu près en même temps qu'on est là-dedans. On est quand même jeune là-dedans, mais ça fait quand même longtemps qu'on baigne là-dedans. Qu'est-ce qu'on aurait donné à conseil à un conseiller? Ouais, exact. On devient des jeunes vieux, comme j'aime dire. Ben, écoute, je te dirais, il y a 2 éléments là en terminant. Un, on n'achète pas l'expérience. Okay? Par contre, l'expérience, il y a certaines personnes qui vont avoir pris une année puis ils vont l'avoir répété 25 fois. Ça, pour moi, c'est pas tant de l'expérience. C'est de prendre une année, puis après ça, au lieu de prendre une année puis la répéter 25 fois, ben, c'est de prendre une année puis la stacker sur l'autre, pour pouvoir vraiment grandir. Puis ça, à mon avis, surtout en début de carrière ou en avancement de carrière, c'est de prendre des formations, c'est de pousser tout ça. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais un des éléments, là, je me suis lancé en immobilier à 18 ans parce que j'ai eu un mentor, le père de ma première conjointe, ma première blonde, si on veut, à l'époque. Ben, lui était en immobilier, c'est un entrepreneur, puis il m'a coaché, il m'a donné si on veut, du grand, de la confiance, si on veut. Puis il m'a donné des grandes idées où il m'a permis de rêver en quelque sorte. Ça m'a permis de faire mon premier move en immobilier début 20 ans. Tu sais. Puis le point, c'est simplement, si ce n'était pas de lui, je l'aurais probablement fait, mais je l'aurais peut-être fait à 23, 24, 25 au lieu de le faire début 20 ans. C'est un peu la même chose dans notre business. Donc, entoure-toi de mentors. Va chercher de la formation. Tu vois, en date d'aujourd'hui, là, ma partenaire puis moi, on a 3 coachs de business. Donc, on en a 3 pour des choses très spécifiques. Ça permet de pouvoir adresser des situations. Quand on a des problèmes ou des feux, on a des gens de confiance à qui on peut parler. Donc, de créer un environnement de performance et bienveillant autour de soi, ça, je pense que c'est vraiment super important. Puis, si tu me permets là, 30 secondes de plus, je vais juste donner une petite anecdote que je trouve vraiment sharp. Je le reprends souvent. J'étais à une conférence de C2 Montréal. Okay? Puis C2 Montréal, c'est la mecque de la créativité et du commerce. C'est un événement annuel à Montréal. Puis il y avait André Agassi, qui est un ancien champion mondial de tennis, qui était sur le stage là, puis il parlait de ses années quand il était champion mondial. Puis ça va me rester tout le temps. Il me disait, il a dit, quand j'étais là, j'étais au sommet du monde, j'avais 7 coachs qui m'accompagnaient. Il dit, j'étais probablement la personne dans le monde du tennis qui avait le moins besoin d'avoir de coach. Mais il dit, je voulais continuer de pousser, performer. J'avais 7 coachs qui m'accompagnaient. Fait que, pense à ça, là. Le champion mondial a 7 coachs. Toi, t'en as pas un. Entoure-toi, là. Ouais. Fait que ça, c'est 1. Puis 2, je dirais que c'est vraiment, ça paraît bête, là, mais mission, vision, valeur. Entoure-toi de gens qui sont forts. Entoure-toi de gens que tu as une cohésion de valeurs puis que tu as envie d'avancer. Parce que je le répète, je connais pas, peut-être qu'il en existe, mais je connais pas de gens qui gèrent des business de milliards d'actifs ou plus qui sont tout seuls. Donc, entoure-toi de gens avec qui mission, vision, valeur, c'est fort. Puis ça va te dicter quand ça va bien, mais ça va te dicter aussi quand ça va mal. Puis c'est un clash à la base au niveau de ces 3 éléments-là. D'entrée de jeu, il faut se poser les questions, t'es peut-être pas à bonne place. Puis ça, je dirais, c'est super important. Puis ça fait en sorte que dans le passé, ben on a appris, peut-être à la dure, mais on a appris de certaines situations comme ça, où ben c'était peut-être pas 100% aligné. Puis regarde, on est mieux comme ça. Puis à un moment donné, des fois, c'est mieux
retirer le band-aid, là, en quelque sorte, puis tu prends un coup aujourd'hui pour que le futur soit plus brillant. Ce que je retiens là-dedans, c'est vrai, c'est de bien s'entourer, puis je me sais plus c'est la loi de quoi, là, mais quand faut faire 10 000 heures dans quelque chose pour être excellent là-dedans, mais 10 000 heures, ça peut paraître long. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi la loi des exposants. Fait que si tu te mets avec des gens qui ont fait leurs 10 000 heures, ben, toi, ça va te prendre bien moins. Puis tantôt, tu parlais, je vais faire des erreurs, mais j'aimerais mieux apprendre de l'autre qui a fait l'erreur. mais ça fait partie de la progression. Fait que si tu te dis, ben moi, faut que j'en fasse, mais si tu t'accompagnes de gens qui l'ont fait, ben, ça va aller beaucoup plus vite. Là. Exact. Puis ça revient aussi à mon point numéro 1. Écoutez des podcasts, intéressez-vous, lisez des livres. Hey, des livres, là, 10 piastres, 15 piastres, t'as le savoir peut-être d'une vie de quelqu'un, c'est malade, tu sais. Puis le dernier élément, je crois qu'il est super important, puis je piggyback là-dessus, puis je termine sur ce que tu dis, c'est quand tu regardes là, dans une pièce, ça on l'a tiré beaucoup des gens en technologie, tu veux toujours être entouré de gens qui sont plus intelligents que toi et ou qui vont te challenger positivement pour que tu puisses continuer d'avancer. Puis je dirais, si tu rentres dans une pièce, puis que c'est toi c'est toi là, la personne qui connaît le plus tout ça, challenge-toi de changer de pièce puis d'aller voir ailleurs. Ça va te permettre de pouvoir avancer vraiment plus vite. Ben, merci Antoine d'être venu aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié. Beaucoup de stock intéressant dans ce balado-là. Merci, j'apprécie beaucoup. Merci à toi.